Dans ce module, on est en train des propriétés des interactions électrofaibles et dans cette séquence, on va visiter l'expérience Atlas dont le centre des visiteurs se trouve derrière moi. Atlas est une qui est installée au grand collisionneur LHC du CERN. Dans la séquence 3.2a, on avait déjà introduit toute la gamme des accélérateurs du CERN et dans la séquence 3.10, on a les propriétés du détecteur Atlas. Aujourd'hui, on va nous entretenir avec une des actrices de la découverte du boson de Higgs, qui est Sandrine Laplace. Suivez-moi, s'il vous plaît. Alors, je vous présente rapidement aujourd'hui, qui est Sandrine Laplace. Sandrine a fait son doctorat en 2003 au LAL, au laboratoire d'accélérateur linéaire à Orsay, près de Paris, sur un sujet de violation de CP. Ensuite, elle a rejoint le laboratoire d'Annecy de la physique des particules, le LAP, tout une cinquantaine de kilomètres de Genève, pour joindre l'expérience Atlas, en effet, dont le LAP collabore d'une manière importante. Ensuite, en 2011, si j'ai bonne mémoire, elle a rejoint le laboratoire de physique nucléaire et des hautes énergies, LPHE, à Paris, où elle travaille encore aujourd'hui, où elle collabore avec l'expérience Atlas, qui est notre sujet aujourd'hui. Alors, Sandrine, est-ce que tu te rappelles quand on t'a parlé pour la première fois du mécanisme de Higgs et du boson de Higgs? Oui, je m'en rappelle. C'était lors d'un cours. Je l'imagine, j'espère bien. Voilà, oui. cours à l'époque on appelle ça le DEA, c'est la 5e année en France d'université. Et dans un cours de théorie des champs, je pense que c'est là pour la première fois que j'ai entendu parler du mécanisme de Higgs et du boson de Higgs. Qu'est-ce que tu as pensé à l'époque de ce mécanisme un peu complexe? À l'époque, voilà, ça m'a semblé complexe. C'est-à-dire en tant qu'étudiante, on a de, par exemple, de ce que peut être la masse d'une particule élémentaire, et puis un jour on nous apprend que c'est plus compliqué que ça. En effet, que la masse n'existe pas. Voilà, donc je me souviens à l'époque de trouver ça drôlement compliqué quand même pour une chose qui me paraissait aussi simple. C'était très théorique à l'époque, parce que c'était dans le cadre d'un cours, donc c'est devenu un peu plus concret. Quand durant mon doctorat, je travaillais effectivement totalement sur un autre sujet, mais c'était où au LEP, il y avait une excitation autour d'une possible... un possible signal indirect du mécanisme du boson de Higgs. En effet, c'était très indirect, c'était par les corrections radiatives qu'on a trouvé. L'existence de cet effet n'était pas tout à fait exclue, était même relativement probable, mais il n'était pas accessible directement à cette génération d'expériences. Et c'est une des raisons pourquoi on a construit. Et est-ce que ça a figuré aussi parmi tes motivations pour rejoindre une expérience au LHC à l'époque? Complètement, oui. Je l'avais pas. Je crois qu'à l'époque, je ne m'étais pas dit de manière consciente, je vais aller sur Atlas pour cette. Une fois que je suis arrivée sur Atlas, ça m'a paru totalement naturel de travailler sur ce sujet-là. Alors, quel était pendant la construction d'Atlas? Alors moi, j'ai rejoint Atlas donc en 2003. En 2003, le détecteur était quasiment intégralement construit. Donc je suis arrivée au LAP à Annecy. La construction d'un des sous-détecteurs qui s'appelle le calorimètre électromagnétique, qui sert à mesurer l'énergie des électrons et des photons. Donc naturellement, j'ai rejoint cette activité-là et à ce moment-là, le détecteur était terminé d'être construit. On a pris des modules qu'on a mis dans des faisceaux au CERN pour tester les modules finaux, tester leur performance. Donc j'ai participé à ça, c'était dans les années 2004-2005. Et puis après, on a descendu le calorimètre entier dans la caverne et on a branché l'électronique, je crois que c'était en 2005-2006. Et puis à partir de ce moment-là, on a pu, avant le démarrage du LHC en 2009, étudier le calorimètre électromagnétique
fonctionnait bien dans la caverne, qui soit prêt pour les premières collisions. D'accord. Donc moi, j'ai participé beaucoup à cette mise en service, on va dire, du détecteur. Et ce détecteur, évidemment, il a joué un rôle proéminent pendant toute cette histoire de la découverte. Est-ce que tu as décidé de t'impliquer dans l'analyse des données qui mènent à la découverte de cette particule? Dès le début, parce que voilà, travaillant sur le calorimètre électromagnétique, c'était naturel de regarder un canal de physique qui faisait appel à ce détecteur. Donc je me suis intéressée du coup à la recherche du boson de Higgs dans le canal où il se désintègre en 2 photons et qui était effectivement un des canaux dans lequel on a vu le boson de Higgs, un des canaux de découverte. Mais évidemment, cette découverte ne s'est pas faite en un jour, c'était une longue séquence d'événements. Est-ce que tu peux dire un peu comment tu as vécu cette course vers la découverte? Alors, effectivement, ça s'est fait progressivement. On a commencé à prendre des données en 2010, mais très peu. C'est devenu intéressant en 2011, quand on est vraiment monté à une énergie de 7 TeV dans le centre de masse. Et on a commencé avec... Donc, la façon dont on travaillait, c'est qu'on regardait régulièrement, toutes les quelques semaines, la distribution de paires de photons qu'on pouvait reconstruire. Et puis, distribution de masse invariante. De masse invariante, voilà, de paires de photons. Et puis, si on voit des photons qui viennent du boson de Higgs, parce qu'effectivement, cette masse se met à piquer autour de la masse du boson de Higgs. Et ça a commencé à être le cas tout doucement, c'est-à-dire que ça s'est vraiment fait progressivement. À un moment, au début, quand on a de données, on voyait des fluctuations partout, donc on ne savait pas trop. Puis à un moment, il y a une de ces fluctuations qui a commencé à se creuser en quelque sorte. Et qui restait toujours au même endroit. Au fil des semaines, elle était toujours là, de plus en plus grande, de manière régulière. Et puis à un moment, on a vu que nos voisins dans la même qui travaillaient sur un autre canal, Higgs en 4 leptons, voyaient une fluctuation qui, pareil, au même endroit, commençait à augmenter. Donc à un moment, effectivement, on a commencé à être un petit peu... commencé à y croire. Oui, à y croire, tout à fait. Et en décembre 2011, il y a eu ce séminaire. Voilà, où au CERN, on a pour la première fois dit qu'on commençait à voir les prémices du boson de Higgs. C'était encore trop faible à l'époque pour vraiment annoncer une découverte. Mais il y avait des sérieux prémices qui ont été confirmées le 4 juillet 2012, où là, on a vraiment annoncé la découverte, parce que là, c'était la grande fête partout. Voilà, ouais. Et surtout ici au CERN, où il y avait une grande réunion avec les prix Nobel successifs de ce mécanisme. Peter Higgs et François Englert. François comment? Englert. Englert, oui, c'est ça. Alors, avec les données accumulées jusqu'à aujourd'hui, on est raisonnablement en effet d'un boson de Higgs, non? Comment on sait que c'est un boson de Higgs et pas autre chose? Alors, on a étudié ses propriétés. Donc, le boson de Higgs, il était prédit par la théorie du modèle standard depuis 1964. Voilà, ouais. Et tout était connu, sauf sa masse. Non? Exactement. On savait tout sur lui, sauf sa masse et le fait qu'il existait. Donc, une fois qu'on a trouvé qu'il existait et qu'on a mesuré sa masse, du coup, on a... 125 gigaélectronvolts, il faut ne pas la nommer, oui. Voilà. À partir du moment où on connaissait sa masse, on avait la prédiction de tout, par exemple, tous ces couplages aux autres particules. Donc, en mesurant le nombre de fois il va désintégrer en 2 photons ou en 4 leptons ou en d'autres signatures, on vérifie que ça correspond exactement à ce que le modèle standard prédit. Donc aujourd'hui, c'est le cas, mais avec une incertitude extrêmement grande, c'est-à-dire qu'on mesure ces couplages à 15% à peu près. Voilà. Donc on a encore de la marge. À cette précision-là, c'est quand même compatible avec cette hypothèse qu'il s'agit en effet de ça. On a vérifié aussi les nombres quantiques du boson de Higgs, son spin, sa charge, sa parité, etc. Bon, pareil, tout ça. Une charge nulle et de spin 0. Voilà. Très probablement, je crois que le spin 1 est pratiquement exclu, non? Le spin 1 est exclu déjà rien que par le fait qu'on observe justement le Higgs se désintégrant en 2 photons. Ah oui, en effet, c'est vrai. Oui, et après, on a exclu le spin 2 qui est particulièrement exotique. Mhm. On a exclu le fait que ça puisse être un graviton et non pas un boson de Higgs. Voilà, assez facilement aussi. Ok, alors qu'est-ce que ça change? Il y avait un cela. Qu'est-ce que ça change pour une physicienne comme toi? Est-ce que la preuve de l'existence de cet effet, est-ce que ça a changé tes paradigmes? Bah oui, c'est-à-dire que ce qu'on m'a expliqué à l'université, la masse des particules élémentaires, c'est pas une propriété intrinsèque des particules, mais c'est
les particules sont sans masse, mais elles acquièrent une sorte de masse effective parce qu'elles voyagent et qu'elles sont freinées en quelque sorte par le qui est dans le vide, c'est quelque chose de complètement contre-intuitif. On l'apprend à l'université, mais le jour où on voit que c'est vraiment le mécanisme en œuvre, c'est là que la révolution, en tout cas moi, s'est passée dans ma tête. C'est au moment où on a découvert le boson. Donc vraiment ça, le mécanisme, et c'est vraiment là que j'y ai pensé de manière un peu plus intense, que c'était une révolution. On a tous partagé le même doute, non? D'abandonner cette notion bien ancrée. La masse est une propriété intrinsèque avec laquelle les particules sont nées, remplacée par une constante de couplage à un champ. Ouais. Alors là, c'est un grand pas. C'est un grand pas. Oui, c'est vraiment une révolution interne. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec la masse du chariot que l'on pousse? Bah, rien. Rien, voilà. Ouais, rien du tout. C'est là où notre monde se découple un peu du monde du quotidien. Quotidien. Hein, parce que là, comme j'ai déjà expliqué dans le précédent module, la masse de la matière, la masse gravitationnelle et inertiale de la matière est donnée par la masse des noyaux qui n'ont rien à voir avec la masse des électrons et des quarks. Alors, qu'est-ce qui va se suivre maintenant? Pourquoi est-ce qu'on continue? Pourquoi on a maintenant complété le modèle standard? Non, on pourrait s'arrêter là. Pourquoi est-ce qu'on continue comme Atlas? Alors, on a plein de bonnes raisons de continuer. Donne-nous-en quelques-unes, s'il te plaît. Alors, quand on a là ce mécanisme de Higgs, qui est donc un mécanisme compliqué pour répondre à la question qu'est-ce que la masse des particules élémentaires, ça a répondu à cette question-là, mais du coup, ça a ouvert plein d'autres questions. Donc, l'existence de ce champ dans le vide soulève plein de questions, ça pose plein de problèmes. Donc en fait, c'est marrant parce qu'on déplace le problème, on se pose une première question, on y répond, mais en y répondant, on a une nouvelle question. On l'a déplacé de la masse intrinsèque à une constante de couplage qu'il faut mesurer ou expliquer. Et puis l'existence même de ce champ est vraiment problématique. Donc parce que ce champ, il est un peu bouillonnant, il subit toutes ces corrections radiatives et voilà, il ne devrait pas être tel qu'il est. Donc ça, c'est déjà une raison pour nous de croire qu'on n'a pas tout. On doit continuer à faire des collisions pour comprendre un peu plus ce mécanisme. Et puis par ailleurs, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est lié à la physique des particules, mais on a plein d'autres observations qui sont plus liées à l'univers, comme l'existence de la matière noire et de l'énergie noire, qui 95% au contenu de l'énergie de l'univers, dont on n'a aucune idée de l'origine et qui n'est pas du tout expliquée par toutes les particules qu'on a vues aujourd'hui en accélérateur. Donc on sait par avance qu'on doit trouver quelque chose d'autre que ce qu'on connaît déjà. Donc on continue à chercher. Et pour rester encore un peu avec le Higgs, on ne sait même pas, si j'ai bien compris, que c'est la seule particule qui a ces propriétés, non? Il peut y avoir plusieurs. Hein, Tout à fait. En particulier pour résoudre les problèmes qu'amène le boson de Higgs, du modèle standard, ou dans le modèle standard on n'en prédit qu'un seul, on a inventé par exemple une des solutions à ces problèmes, c'est ce qu'on appelle la supersymétrie. Et c'est une des solutions, il y en a plusieurs. C'est pas ma préférée, mais bon. C'était la préférée, je pense, avant que le LHC démarre. Et oui, aujourd'hui, la supersymétrie est bien mise à mal, puisqu'on n'a toujours pas vu. Voilà, dans un exemple d'extension du modèle standard où, du coup, on prédit effectivement d'autres bosons de Higgs. On en prédit 5 même, des neutres et des chargés, au minimum. Donc oui, on continue à chercher d'autres bosons de Higgs aussi. C'est pour cela que l'on a augmenté l'énergie par pratiquement un facteur 2. On est maintenant, pendant toute une année, à une énergie totale de 13 téraélectronvolts. Est-ce qu'il y a encore de la marge en ce qui concerne soit la luminosité, soit l'énergie de l'accélérateur? Alors au LHC, on est au maximum quasiment. La marge théorique, l'énergie à laquelle on a construit le LHC, c'était 14 TeV. Là, on est à 13 TeV. Je crois que ça va être très compliqué d'arriver à 14. Et je crois pas que ça va faire une grande différence. Voilà, ça ne fera pas une grande différence. Donc là, on est arrivé au maximum du LHC en termes d'énergie. En termes de luminosité, clairement, il y a des améliorations. Et il y a déjà ce qu'on appelle des upgrades qui sont prévus dans le futur pour monter en luminosité très fortement, pour accumuler 100 fois plus de statistiques que ce qu'on va faire là. Et puis après, passer à une énergie supérieure, c'est vraiment construire un nouvel accélérateur. Et ça, c'est sur le plus long terme, dans plusieurs décennies. Il y a des tables pour faire ça. On va certainement consacrer un autre MOOC à ce grand projet qui s'appelle, qui a un nom de guerre qui s'appelle FCC pour le moment. Oui. Alors, merci Sandrine pour cet entretien. C'est très intéressant de voir comment
qui a eu un rôle assez important dans cette découverte-là. Merci beaucoup.